un chiffre s'effondre, l'autre explose et Bissau vacille. En une seule nuit, la transition bascule et l'équilibre politique et social se fissure, comme si le pays découvrait soudain sa propre fragilité. Que doit comprendre le public quand Ibrahim Traoré devient, même de loin, la référence qui aimante les regards et donne un cadre à cette rupture? Parce que demain, tout peut se refermer. Cette histoire ne parle pas seulement d'un renversement, mais d'un test de résistance. Elle mesure ce qui tient encore quand un État vacille, quand la rue retient son souffle et quand les institutions cessent d'inspirer la moindre confiance. Pour le public, l'intérêt est simple: comprendre qui gagne, qui perd et pourquoi. Car derrière la dissolution du Parlement et la prolongation contestée d'un mandat, il y a une question plus dure. Un système fragilisé peut-il se réparer sans se briser davantage? Ce qui rend ce moment explosif, c'est l'écart entre l'espoir et le terrain. Les citoyens veulent un pouvoir qui protège, qui arbitre, qui fonctionne. Mais la transition militaire porte aussi une menace, celle d'un ordre qui se transforme en verrou. Et dans cette zone grise, la comparaison avec d'autres trajectoires du Sahel, où la figure d'Ibrahim Traoré est devenue un symbole de souveraineté restaurée, alimente autant l'adhésion que la crainte. Et si la première nuit semble calme, que cache vraiment le lendemain? La secousse n'est pas seulement politique. En 2 ans, la participation aux consultations internes chute d'environ 30%. Et ce chiffre révèle une fatigue démocratique devenue presque mécanique. Dans le même temps, selon plusieurs témoignages, le président passe plus de la moitié de son mandat à l'étranger, et cette absence devient un symbole d'abandon, plus qu'un détail de calendrier. Ces deux signaux, pris séparément, pourraient et sembler secondaires. Ensemble, ils dessinent une pente où l'institution perd sa voix, où la rue perd la patience, et où la légalité se transforme en décor. C'est dans cet espace que la dissolution du Parlement et la prolongation controversée du mandat présidentiel frapperont comme une dernière fissure. Non pas un incident, mais un basculement interprété comme une rupture de confiance. Le public ne lit plus l'événement comme un débat juridique. Il le lit comme la preuve que la règle n'est plus la règle. À ce moment précis, le mécanisme de crise s'accélère. Les rumeurs de détournement de fonds ne créent pas le chaos, elles le justifient. Les murmures se propagent puis se solidifient en colère. Et quand l'armée interrompt brutalement le statu quo, beaucoup ne voient ni pas un coup de force imprévu. Ils voient une logique, presque une conséquence d'années de dysfonctionnement. La surprise existe, mais elle est mélangée à un soulagement, comme si la société respirait après une longue suffocation. C'est ici qu'apparaît l'angle régional. Le nom d'Ibrahim Traoré revient non parce que les contextes sont identiques, mais parce qu'il incarne une idée, la redéfinition souveraine, cette croyance qu'un pouvoir militaire peut reprendre le contrôle d'institutions fragiles par des voies non démocratiques. Certains y lisent une réparation, d'autres y voient une dérive en préparation. Le point crucial, pourtant, n'est pas l'image du leader extérieur. C'est la question qui s'impose à Bissau. Une rupture peut-elle devenir refonte ou devient-elle simplement une nouvelle forme d'incertitude? Dans les quartiers populaires de Bissau, la transition ne s'est pas d'abord racontée en discours, mais en sensation. Une première nuit étrange, suspendue. Une capitale partagée entre la stupeur et un soulagement inattendu. Le silence n'était pas celui de la peur pure. Il ressemblait plutôt à une pause collective, comme si la population vérifiait que l'ancien ordre ne reviendrait pas immédiatement. Un témoin type émerge dans ces récits, le fonctionnaire qui jusque-là se taisait. Il ne parle pas au nom d'un parti, mais au nom d'une machine administrative qui n'avance plus. Au lendemain de l'arrestation du président, il découvre un vide de décision, un ralentissement des services et l'obligation d'improviser. Les guichets restent ouverts, mais l'autorité centrale semble absente. Cette scène
répété d'un ministère à l'autre, rend visible ce que beaucoup ressentaient déjà. L'effritement ne date pas d'hier, il est simplement devenu impossible à cacher. Dans la rue, le même contraste se lit sur les visages. Certains voient dans l'armée un possible sauveur, non par idéologie, mais parce que le statu quo était devenu insupportable. D'autres, plus prudents, parlent d'un risque de militarisation excessive, d'un futur verrouillé au lieu d'être réparé. Et la jeunesse, attentive aux modèles régionaux, discute de souveraineté comme d'un mot qui peut libérer ou enfermer selon la manière dont il est utilisé. Alors, si la rupture paraît plus nette, ce qui la contrôle réellement? Avant, les institutions tenaient encore par habitude. Après, elles vacillent par manque de centre. Tout commence par une décision qui paraît technique et devient explosive. La dissolution du Parlement. Elle arrive au moment où la tension est déjà haute et elle agit comme une étincelle dans un espace saturé de méfiance. La prolongation controversée du mandat présidentiel suit de près. En quelques heures, ce qui était une crise latente se transforme en rupture ouverte. La rue ne débat plus, elle juge. D'abord vient l'activation. Les signaux s'accumulent vite. Les rumeurs de détournement de fonds circulent. Les conversations changent de ton et l'idée d'un système en déliquescence s'installe comme un fait. Les citoyens ne parlent pas d'articles de loi, ils parlent de trahison, d'absence, d'abandon. Les institutions, déjà fragiles, perdent la dernière parcelle de crédibilité qui les protégeait. Dans cet environnement, chaque geste du pouvoir ressemble à un ultimatum, et chaque silence ressemble à une fuite. Puis arrive le point culminant. Puis l'armée intervient, sans l'image attendue du chaos. Des soldats calmes et méthodiques encerclent un bâtiment administratif clé. L'opération est contrôlée, presque froide. L'arrestation du président suit. Là, le basculement devient total. La réaction publique n'est pas uniforme. Un mélange de stupeur et de soulagement, comme si une porte fermée depuis longtemps venait d'être forcée. Certains y voient une délivrance immédiate, d'autres une inquiétude durable. Mais un fait domine. L'ancien statu quo est interrompu et personne ne sait encore par quoi il sera remplacé. Dans les premières heures, les institutions révèlent que leur fatigue structurelle. Les fonctionnaires improvisent, les chaînes de décision se rompent, et l'État ressemble à une maison où chaque pièce dépendait d'un seul interrupteur. L'absence de leadership stable amplifie l'incertitude. Le pays entre dans un vide, et ce vide devient un acteur à part entière. Il pèse sur les marchés, sur les administrations, sur les hôpitaux, sur les routes. La transition n'a pas encore construit. Elle a d'abord des faits. Ensuite viennent les répliques. Très vite, des conséquences se propagent, les prix grimpent, les services publics s'effondrent davantage et l'économie fragile se fige sous l'effet de la nervosité. Les échanges ralentissent, dit les investissements hésitent, même les gestes du quotidien deviennent plus lourds parce que l'incertitude reconfigure tout, la sécurité, l'accès aux soins, la confiance dans l'avenir immédiat. Dans le même temps, un autre phénomène apparaît, plus surprenant, une résilience populaire. Une partie de la société veut croire que cette rupture peut être une chance, une opportunité de repartir. Mais cette espérance n'efface pas les peurs, militarisation excessive, dérive autoritaire, instabilité prolongée. C'est ici que la dimension régionale s'impose. Le renversement est observé comme un signal au-delà des frontières. L'idée que des transitions militaires puissent être perçues comme des gestes de souveraineté restaurée circule déjà dans la région. Ibrahim Traoré est cité, comparé, discuté, non comme un modèle identique, mais comme une preuve que la force peut prétendre à la légitimité quand la politique semble vide. Cette comparaison n'apaise pas le débat. Elle le durcit, elle donne un cadre, elle donne un vocabulaire, elle donne aussi un avertissement. La souveraineté invoquée peut devenir une promesse ou une prison.
Et pendant que la rue observe, un dernier front s'ouvre. L'unité au sein de l'armée. Des factions apparaissent, des visions divergent. L'une veut une direction militaire forte, l'autre évoque une approche plus modérée, une réintégration progressive des institutions civiles. Ce conflit interne, encore discret, peut devenir la prochaine secousse. Au départ, la participation semblait tenir par inertie. Ensuite, elle décroche brutalement et expose une rupture. En 2 ans, la participation aux consultations internes baisse d'environ 30%. Cela signale une défiance durable, plus profonde que la colère. Ce premier indicateur est décisif parce qu'il ne mesure pas seulement un vote manqué, mais un lien rompu. Quand un tiers de l'élan civique s'évapore en si peu de temps, ce n'est plus une simple lassitude, c'est une sortie silencieuse du jeu politique. Les citoyens cessent d'attendre, puis cessent d'agir de croire. Et quand la croyance s'effondre, les institutions perdent leur capacité à arbitrer. Elles deviennent des bâtiments, pas des mécanismes. Dans ce contexte, une dissolution du Parlement ou une prolongation contestée du mandat ne sont plus des épisodes techniques. Elles deviennent des déclencheurs émotionnels parce qu'elles confirment ce que la baisse de participation suggérait déjà. L'idée que la règle ne protège plus. Le second indicateur agit comme un accélérateur psychologique parce qu'il touche à la présence et donc à la responsabilité. Selon plusieurs témoignages, le président aurait passé plus de la moitié de son temps à l'étranger. Cela nourrit l'idée d'abandon et d'un pouvoir hors sol. Ce chiffre, même s'il repose sur des récits et non sur un registre public, compte par ses effets. Dans un état fragile, l'absence n'est pas neutre, elle devient un signe, signe que le centre se déplace, que les urgences locales sont secondaires, que le quotidien des citoyens n'est plus dans le champ de vision du pouvoir. Elle fragilise la chaîne administrative parce qu'elle crée des retards, des silences, des décisions différées. Elle fragilise aussi la cohésion sociale parce qu'elle installe une comparaison permanente. Les dirigeants circulent, la population reste et l'écart se transforme en ressentiment. Lorsque la crise éclate, ce ressentiment fournit déjà un scénario prêt à l'emploi. Le pouvoir ne gouvernait plus, donc il pouvait tomber. Le troisième indicateur est le plus difficile à quantifier, mais il est le plus lourd. La prolongation controversée du mandat présidentiel est interprétée comme un écart fondamental par rapport à la loi. Le texte source insiste. Il n'existe pas de statistiques précises, mais la perte de confiance est décrite comme massive. La bascule s'opère alors au niveau du langage public. On ne parle plus de réforme, on parle de trahison, on ne parle plus de correction, on parle de rupture. À partir de là, l'événement devient auto-justificatif. La rumeur de détournement de fonds, vraie ou fausse, n'a même plus besoin de preuves complètes pour produire son effet. Elle s'insère dans une histoire déjà acceptée, celle d'un système qui se protège lui-même. C'est exactement ce que ces trois mesures racontent ensemble. Une démocratie qui se vide, participation, un pouvoir qui s'éloigne, présence, et une légalité qui se fissure, légitimité. Ce trio fabrique une fenêtre d'acceptabilité pour l'intervention militaire. Il explique pourquoi l'armée peut être perçue par une partie de la société, non comme une force de répression, mais comme un geste de sauvetage. Il explique aussi pourquoi la comparaison régionale devient séduisante. Si ailleurs, dans le Sahel, des transitions militaires sont racontées comme des réponses à l'effondrement institutionnel, alors la Guinée-Bissau peut imaginer la même logique. Ibrahim Traoré réapparaît ici comme un repère narratif, non pour prouver une solution, mais pour rendre l'option militaire pensable. Le risque, toutefois, est inscrit dans les chiffres eux-mêmes. Une baisse de participation ne se répare pas par décret. Une perception d'abandon ne disparaît pas par un slogan. Une légitimité perdue ne revient pas simplement parce qu'un nouveau pouvoir promet l'ordre.
Les indicateurs ne sont pas seulement des preuves du passé, ils fixent aussi les conditions de l'avenir. Sans reconstruction de confiance, la transition peut stabiliser le sommet tout en laissant le pays fracturé à la base. Le débat autour de la transition militaire se structure en deux blocs et chacun avance des arguments qui méritent d'être entendus avant d'être jugés. Premier argument, côté partisan, l'intervention comme pare-feu. Selon eux, l'État était déjà en chute libre. La baisse d'environ 30% de la participation en 2 ans, l'absence prolongée du président et la contestation de la légitimité du mandat forment une trajectoire, celle d'institutions incapables de fonctionner. Dans cette lecture, l'armée ne déclenche pas la crise, elle la coupe avant qu'elle ne devienne un effondrement total. Ils insistent sur la notion de sauvetage, empêcher la paralysie, protéger les services essentiels, rétablir un minimum d'ordre et reprendre le contrôle de la souveraineté nationale. Ils ajoutent que dans une région où les transitions militaires existent déjà, la population a intégré l'idée qu'un renversement peut parfois être une réponse pragmatique quand la politique ne produit plus de solutions. Second argument, côté opposant, l'intervention comme précédent dangereux. Pour eux, même un système défaillant ne justifie pas qu'une force armée devienne l'arbitre du pouvoir. Ils craignent une mécanique irréversible, une transition qui s'installe puis se transforme en régime autoritaire parce que le contrôle civil est affaibli dès le départ. Ils soulignent un risque de contagion politique. Si la prise de pouvoir militaire est considérée comme acceptable à chaque crise, alors la démocratie devient conditionnelle, suspendue au premier choc. Et il rappelle une autre fragilité mentionnée dans le texte source, les tensions entre factions au sein de l'armée, capables de bloquer les réformes et d'ouvrir la voie à une fragmentation du pouvoir. Réponse fondée sur les éléments du récit. Les deux camps décrivent une réalité partielle. Oui, l'intervention peut stopper une dérive institutionnelle. Mais si elle ne produit pas rapidement des mécanismes de transparence, de contrôle et une trajectoire crédible vers des institutions civiles, elle risque de remplacer un vide par un verrou. Le cœur du problème n'est donc pas seulement qui a pris le pouvoir, mais comment le pouvoir s'oblige à rendre des comptes. Tout se joue dans le vide. Ce que la première nuit révèle, ce n'est pas seulement la chute d'un homme, mais l'apparition d'un acteur invisible, l'absence de centre. Après l'arrestation du président, le pays ne bascule pas immédiatement dans le chaos, mais dans une hésitation administrative, une suspension des décisions, une normalité qui continue sans pilote. Et ce décalage change la lecture de la transition. Ce n'est plus seulement un renversement, c'est une épreuve de capacité. C'est là que le récit prend un tournant. L'armée n'est pas jugée uniquement sur l'acte de rupture, mais sur sa faculté à remplir ce vide sans le transformer en confiscation. La question devient pratique, presque mécanique. Qui signe, qui arbitre, qui répare, qui fixe les règles du lendemain? Dans cette zone grise, le modèle régional pèse davantage. Ibrahim Traoré revient comme une référence discursive, un repère qui donne un langage à la souveraineté restaurée, mais qui expose aussi le risque, confondre restauration et durcissement. Ce midpoint n'apporte pas une réponse. Il redéfinit le vrai combat, passer d'un choc politique à une refonte mesurable. La première conséquence touche les citoyens parce que la transition change la vie avant même de changer les lois. Dans les rues de Bissau, un soulagement apparaît, surtout chez ceux qui n'attendaient plus rien de l'ancien régime. Mais ce soulagement est immédiatement traversé par une peur, l'inconnu, la militarisation excessive et la possibilité qu'une rupture devienne une habitude. Les discussions familiales et dans les marchés se déplacent vers des questions concrètes. Sécurité, accès aux soins et capacité à tenir si l'incertitude dure. La seconde conséquence frappe les fonctionnaires coincés entre continuité
est vide. L'administration doit improviser dans un contexte où l'autorité centrale semble fragmentée et où la chaîne de décision n'a plus de rythme clair. Le texte source décrit un retard dans la gestion des urgences, et ce retard devient un amplificateur de tensions internes. Les services publics, déjà sous pression, se dégradent davantage, et la population interprète ces failles non comme des accidents, mais comme la preuve que l'État ne sait plus fonctionner. La troisième conséquence concerne les militaires, parce que prendre le pouvoir ne suffit pas à le stabiliser. La transition révèle une exigence immédiate: renforcer la légitimité et répondre aux attentes populaires sans basculer dans l'autoritarisme. Or, un risque apparaît rapidement: les tensions entre factions internes opposant une ligne dure à une approche plus modérée. Ce conflit, même discret, peut transformer l'armée d'acteurs unificateurs en source de blocage, et donc prolonger l'instabilité au lieu de la résoudre. La quatrième conséquence concerne les entreprises, qui subissent et tentent de s'adapter. L'instabilité politique fait grimper les prix, notamment des denrées essentielles, et l'économie fragile se retrouve paralysée par l'incertitude. Les marchés réagissent avec nervosité, les investissements hésitent et les échanges commerciaux deviennent plus coûteux. Pourtant, le récit note aussi une forme d'opportunité. Certaines entreprises locales voient dans ce moment une chance de redéfinir les priorités économiques, à condition que la transition construise rapidement des règles lisibles. Au-dessus de ces quatre groupes, une couche plus large s'impose: la résonance régionale. Les observateurs étrangers scrutent chaque mouvement, et la Guinée-Bissau devient un point de débat sur la gouvernance en Afrique de l'Ouest. La comparaison avec les transitions du Sahel et l'influence de figures comme Ibrahim Traoré donnent un cadre. La rupture est interprétée comme un épisode possible de souveraineté restaurée. Mais ce cadre a un coût: il polarise la société, et car ce qui ressemble à un modèle pour certains ressemble à un précédent dangereux pour d'autres. En somme, la transition produit une même tension partout: l'espoir d'un renouveau contre le risque d'un verrou. Et la question qui reste pour chacun des groupes est la même: la rupture va-t-elle fabriquer de la stabilité ou simplement déplacer l'incertitude? Dans les 6 à 12 prochains mois, la Guinée-Bissau peut suivre trois trajectoires plausibles, et aucune ne dépend d'un seul événement. Tout dépend de la manière dont la transition transforme le vide en règle, et dont l'armée résout ses tensions internes sans se fracturer. Dans le scénario de base, stabilisation fragile, le pouvoir militaire maintient un contrôle modéré, réactive partiellement les services publics et calme les marchés sans promettre de miracle. La vie quotidienne retrouve une forme de normalité prudente: sécurité intérieure plus visible, administration qui reprennent un rythme minimal et priorité concentrée sur l'approvisionnement alimentaire et les infrastructures de base. Mais cette stabilisation reste vulnérable. Si la transition ne trace pas un chemin clair vers une légitimité civile, la méfiance persiste et la stabilité ressemble à une pause plus qu'à une reconstruction. Dans le scénario le plus favorable, refonte institutionnelle et recentrage souverainiste. La transition engage un dialogue réel avec les corps intermédiaires: fonctionnaires, communautés locales, opérateurs économiques et jeunesse. Elle annonce des réformes structurées, visibles et mesurables: transparence, réorganisation administrative, lutte anticorruption et calendrier crédible de normalisation. Dans ce cas, le pays peut repositionner sa souveraineté comme un projet, pas seulement comme un slogan. L'exemple régional, souvent associé à Ibrahim Traoré, devient alors un langage d'autonomie sans devenir une justification de fermeture. Dans le scénario le plus sombre, blocage prolongé et fragmentation du pouvoir.
Les factions au sein de l'armée s'opposent, les décisions se contredisent et la pression internationale alimente une paralysie. Les réformes n'avancent pas, l'économie reste nerveuse et le pays s'installe dans une transition interminable. La population, après un sursaut d'espoir, bascule dans la désillusion et l'idée même de renouveau perd sa force. Une recommandation de lecture, sans prédire, suivre moins les annonces que les mécanismes. Si une transition veut être crédible, elle doit montrer comment elle s'oblige à rendre des comptes et comment elle mesure ses propres promesses. Sans cela, la souveraineté proclamée risque de devenir un simple instrument de pouvoir. Pour le public, l'enjeu ne se situe pas seulement à Bissau, mais dans l'effet de miroir que cette transition renvoie à n'importe quelle société fragile. Que se passe-t-il quand les institutions ne protègent plus et quand le quotidien devient dépendant d'un rapport de force? La réponse se lit dans trois types d'impacts, proches, concrets et faciles à reconnaître. D'abord, l'impact sur les plus vulnérables. Quand les services publics se détériorent et que les prix grimpent, ce sont les familles qui encaissent en premier. Elles adaptent la consommation, repoussent les soins et cherchent des circuits alternatifs. Le texte source décrit un effondrement des services et une détérioration dans les hôpitaux et sur les routes. Cela signifie une vie plus chère et plus lente, même sans violence visible. Ensuite, l'impact sur la confiance. Une transition militaire peut produire un soulagement immédiat, mais elle peut aussi installer une peur durable si la règle devient incertaine. Beaucoup de citoyens accueillent la fin de l'ancien régime comme une libération, mais d'autres craignent une militarisation excessive. Cette coexistence d'émotions fragilise la cohésion sociale. La société discute en permanence de ce qu'elle vient de vivre et de ce qu'elle risque de revivre. Enfin, l'impact sur la jeunesse. Hyper connectée, elle ne se contente pas d'observer. Elle compare, elle débat, elle organise. La souveraineté est un mot qui circule, inspiré par des trajectoires régionales. Mais ce mot peut devenir dangereux s'il sert à justifier l'absence de contrôle. Pour ne pas subir ce récit, deux gestes simples existent. Exiger des preuves de transparence plutôt que des slogans et soutenir des espaces de dialogue qui relient institutions et société civile. Le point clé, quand la transition crée un vide, la société doit apprendre à le remplir par des mécanismes, pas par la rumeur. Pour éviter que la rupture ne se transforme en verrou, la transition doit suivre une logique simple. Qui fait quoi, quand et comment on mesure. Le texte source insiste sur une condition centrale, un plan structuré, mesurable et orienté vers la restauration de la capacité opérationnelle des institutions. D'abord, pendant les 4 premières semaines, il faut stabiliser le socle, réactiver les services essentiels, santé, sécurité, éducation, administration locale. Pour le mesurer, on peut suivre délai de traitement des demandes administratives et continuité des services de base sans interruption prolongée. Ensuite, entre le premier et le troisième mois, il faut encadrer la transparence, mettre en place un cadre juridique solide et des mécanismes de contrôle indépendants pour l'utilisation des fonds publics. Pour le mesurer, on peut suivre publication régulière de décisions budgétaires et création d'instances de vérification capables de produire des rapports accessibles. Puis, du deuxième au sixième mois, il faut lutter contre la corruption. Faire de l'anticorruption une priorité non par slogan mais par procédure. Audit, sanctions, traçabilité. Pour le mesurer, on peut suivre existence d'enquêtes ouvertes et résultats communiqués, même partiels, pour restaurer la crédibilité. Après cela, du troisième au neuvième mois, il faut décentraliser sans précipiter, construire des structures locales plus autonomes avec une montée en puissance progressive pour éviter une résistance brutale. Pour le mesurer, on peut suivre transfert effectif de certaines décisions et ressources aux niveaux locaux.
Enfin, du sixième au douzième mois, il faut préparer la légitimité future, réviser le système électoral et renforcer l'indépendance du judiciaire afin de rendre la transition compatible avec l'état de droit. Pour le mesurer, on peut suivre calendrier public, règles connues et garanties de contrôle. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'est pas une solution prête à copier, mais un rappel, la souveraineté proclamée n'a de valeur que si elle se traduit en institutions qui rendent des comptes. On revient alors à l'image la plus simple, des soldats calmes encerclant un bâtiment clé et une ville qui n'explose pas mais qui observe. Ce détail presque silencieux dit plus que les proclamations. Il dit que la transition n'a pas été ressentie comme un ouragan mais comme une coupe nette dans un cycle d'épuisement. Et c'est là que l'émotion collective se forme, un espoir longtemps étouffé, mêlé à une lucidité froide sur les défis à venir. Dans les témoignages, la même phrase implicite revient: on ne peut plus revenir en arrière. Les jeunes, les anciens, les fonctionnaires, chacun projette sur la rupture une possibilité de dignité retrouvée. Mais cet espoir n'est pas un cadeau. Il exige des preuves et des actes et une cohérence quotidienne. Sinon, la métamorphose promise se transforme en simple changement de dirigeant et la société retombe dans une désillusion plus dure que la précédente. Ibrahim Traoré plane ici comme une comparaison, pas comme une réponse. Son nom rappelle que dans la région, la souveraineté peut devenir un récit mobilisateur. Mais le vrai test demeure local: transformer l'émotion en institution et l'urgence en règle. Retenir une phrase suffit, une transition sans compte rendu devient une captivité. La Guinée-Bissau se retrouve désormais à l'endroit le plus difficile, celui où la rupture doit produire autre chose qu'un simple changement de visage. La transition peut devenir un moment de reconstruction collective, mais seulement si la société refuse de laisser le pouvoir fonctionner dans l'opacité. Et ce n'est pas une injonction héroïque, c'est un réflexe de survie démocratique. Quand les institutions sont fragiles, la vigilance n'est pas un luxe, c'est une protection. Le rôle de la société civile, des jeunes, des entrepreneurs, des fonctionnaires est alors de transformer l'attente en exigence lisible, transparence, mécanisme de contrôle et calendrier crédible. Plus la transition est observée, plus elle est obligée de s'ordonner. C'est aussi ce qui donne un sens pratique à la notion de souveraineté. Non pas l'isolement, mais la capacité à rendre des comptes au pays lui-même. Et la question reste ouverte: si la première nuit a été calme, quelle forme prendra la seconde année? Et qu'est-ce que chacun est prêt à demander, calmement mais fermement, pour éviter que l'espoir ne se referme?